C'est un confetti d'à peine 22 hectares, posé sur la Seine. Une île minuscule, sur laquelle se sont écrites de grandes pages de l'histoire de France. Tous les pouvoirs s'y sont concentrés. Le pouvoir politique. Au Xe siècle, Hugues Capet installe son palais royal sur l'île. Le pouvoir spirituel. Quand 2 siècles plus tard, Maurice de Sully, l'évêque de Paris, construit la cathédrale la plus ambitieuse d'Europe. Notre-Dame. C'est aussi sur cette île que Saint-Louis, au XIIIe siècle, érige le plus audacieux des écrins pour la couronne d'épines, la Sainte-Chapelle. Il fait aussi de l'île le siège du pouvoir judiciaire. Henri IV, enfin, propulse l'île dans la modernité, en bâtissant le pont le plus ingénieux de son temps. Le Pont Neuf. Ici, chaque pierre, chaque rue, chaque flèche raconte l'histoire trépidante de ces personnages illustres qui ont, sur cette île, décidé du destin de la France. Cette histoire débute au Xe siècle. À l'époque, les rois carolingiens n'ont autorité que sur un tout petit territoire autour de Paris et Orléans. Le reste du royaume est sous l'emprise de princes, de ducs et de comtes rebelles et insoumis. Une guerre de succession fait rage parmi les Carolingiens. Mais un homme va tirer son épingle du jeu. Hugues Capet. Il crée une nouvelle dynastie, les Capétiens. Pour asseoir son autorité, il installe son palais au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Après lui, les Capétiens mettront un point d'honneur à agrandir et embellir ce palais, qui se dresse toujours sur les bords de Seine. Cet aspect médiéval, on le lie essentiellement à la façade de l'édifice, une façade de style néo-gothique, qui a été complètement restaurée au XIXe siècle, et puis à ces 4 tours, qui ont toutes été élevées entre le XIIIe et XIVe siècle. Tous ces témoignages du passé nous rappellent que le palais de la Cité a d'abord été un palais des rois, et non pas un palais quelconque, mais la principale résidence des rois capétiens qui ont séjourné là du Xe au XIVe siècle, en même temps qu'ils y ont consolidé le centre de leur pouvoir. Ce monument, symbole de la puissance des rois, c'est cette jeune femme, Cécile Rive, qui aujourd'hui en a la garde. Elle nous invite à l'intérieur pour une plongée dans la vie de la cour au temps des Capétiens. Elle est magnifique, cette salle, avec cette forêt de piliers qui est là devant nous, qui nous lance un peu vers l'infini, avec cette très belle voûte aussi sur croisée d'ogives. Ici, les rois capétiens ont en effet vu grand. 1800 mètres carrés de superficie. Cette salle est plus vaste encore que celle de l'abbaye de Westminster, à Londres. Il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, l'atmosphère n'était pas tout à fait la même non plus. C'était beaucoup plus lumineux parce que les quais de pierre ont été progressivement remontés, les quais de l'île de la Cité, les sols remblayés aussi pour nous préserver des dangers de crue. Et donc la conciergerie s'est retrouvée encavée et toutes les baies dont on porte encore la trace sur les murs là-bas au sud eh bien, ont été obturées alors qu'elles étaient bien sûr ouvertes à l'origine dans ce palais de la Cité. Au Moyen-Âge, la salle des gendarmes ressemblait à cela. Le roi n'avait pas moins de 2000 serviteurs. Parmi eux, les gendarmes, chargés de sa protection, dont l'appellation perdure aujourd'hui. C'était leur réfectoire.
Juste au-dessus se trouve sa jumelle, la Grand Salle. Ici, les rois capétiens organisent les banquets les plus prestigieux d'Europe. Ils font de ce palais le symbole de leur puissance. Et cette grandeur s'exprime jusque dans les pièces les plus inattendues. Nous entrons ici dans les cuisines du commun. Et ces cuisines, on le voit, formaient un pavillon carré de près de 17 mètres de côté, qui est éclairé par 8 grandes fenêtres à l'origine. Il n'en subsiste que 2, mais on peut voir encore dans les murs la trace des anciennes ouvertures. Cette salle nous impressionne encore aujourd'hui parce qu'on se dit que c'est là une magnifique architecture gothique, et c'est vrai, avec ses très belles voûtes, ses piliers, puis les cheminées qui sont autour de nous. On voit donc qu'on avait 4 cheminées dans cet espace. C'est fou de se dire que c'était la cuisine du commun, donc on a une architecture plutôt dépouillée, très simple, très fruste, puisqu'on était là pour servir les serviteurs du roi qui mangeaient à proximité, et donc c'était tout simplement un espace fonctionnel au Moyen-Âge. C'est donc depuis ce majestueux palais que pendant 4 siècles, le pouvoir royal va rayonner sur l'île de la Cité. Mais en face du palais, le pouvoir religieux fait pâle figure. Il y a sur l'île seulement 2 petites églises romanes, dont l'une tombe en ruine. Pourtant, partout ailleurs, une lutte de prestige s'engage. Saint-Denis, Senlis, Sens, des cathédrales toujours plus majestueuses sortent de terre. Un nouveau style architectural, le gothique, est en train de naître. À côté, la capitale accuse un retard considérable. Mais un homme va se lancer dans un pari fou. Il s'appelle Maurice de Sully. Il n'est ni roi, ni noble. Issu d'un milieu pauvre, il est devenu évêque de Paris en quelques années. Et il va doter l'île de la Cité de la plus belle, la plus grande et la plus fastueuse des cathédrales du royaume, en lieu et place des 2 petites églises romanes. Le chantier titanesque va durer près de 2 siècles. Lorsqu'il débute en 1165, les plus brillants bâtisseurs de France et d'Europe convergent vers Paris. Ils vont rivaliser d'ingéniosité. Maurice de Sully a voulu une nef d'une hauteur et d'une longueur record. Pour y parvenir, les bâtisseurs vont avoir recours à la grande innovation de l'architecture gothique, les voûtes à croisées d'ogives. Elles permettent de projeter Notre-Dame vers le ciel. Mais cette ambition s'effondrerait sans le recours à une autre invention du gothique, les arcs-boutants. D'une hauteur et d'une finesse exceptionnelles, ils permettent à toute la structure de tenir. Au milieu du XIIIe siècle, la façade est achevée. Il ne reste plus qu'à ériger les tours, qui culmineront à 69 mètres de hauteur. Un record pour l'époque. En 1345, la cathédrale ouvre enfin ses portes et peut accueillir jusqu'à 9000 fidèles. Le rêve de Maurice de Sully est enfin réalisé. L'île de la Cité dispose désormais de la plus majestueuse cathédrale d'Europe. Pendant des siècles, ce joyau de l'architecture gothique illumine tout l'Occident chrétien.
La suite, tout le monde la connaît. C'était le 15 avril 2019. Deux ans après le drame, Notre-Dame est en train de renaître. Philippe Villeneuve est architecte en chef des monuments historiques. Jamais dans sa longue carrière, il n'aurait imaginé pouvoir un jour mettre ses pas dans ceux de Maurice de Sully, en dirigeant le plus grand chantier de reconstruction jamais entrepris. Les deux traits clairs, avec un pavage un peu plus rose, c'était la rue Neuve Notre-Dame, que Maurice de Sully a fait percer dans le tissu médiéval pour arriver directement sur le chantier, pour approvisionner les matériaux. Alors c'était la pierre, c'était le bois, essentiellement. On va amener par là, on va amener par ici, on va peut-être même amener d'ailleurs par le fleuve. Donc en fait, on n'invente pas grand-chose de nos jours. On a des moyens différents, on a des grues, on a des nacelles, mais les accès sont les mêmes, les moyens de transport sont quasiment les mêmes, donc pour un chantier, et on fait des choses ultra traditionnelles. Philippe Villeneuve fait face à un défi colossal. Rouvrir le bâtiment en 2024. Bon, ça va, ça se passe bien. On en est au combien? Ce jour-là, une étape décisive, alors que la phase de stabilisation du monument est en voie d'achèvement. Ces cintres sont des pièces uniques qui doivent épouser la courbe des arcs à la perfection. C'est les quasi-derniers cintres qu'on est en train de mettre en place au niveau du croisillon nord. Ces voûtes sont les pièces maîtresses de l'édifice. C'est grâce à elles que la cathédrale a battu tous les records. C'était la plus grande. On n'avait jamais fait un édifice aussi grand que ça. Après, progressivement, ça a été largement dépassé, comme d'habitude. Mais Notre-Dame, c'est la cathédrale des premières à chaque fois. C'est 35 mètres de haut, on n'avait jamais vu ça. C'est vrai qu'il fallait être fou, mais je crois qu'il fallait être ambitieux, puis surtout aussi, il fallait avoir la foi. La foi en Dieu, il fallait avoir la foi pour soulever des montagnes, il fallait, un peu comme moi en ce moment, qui me bat pour que je termine en 2024 ce défi. Grâce à ces échafaudages, Philippe Villeneuve peut s'approcher au plus près d'un joyau du Moyen-Âge épargné par l'incendie. La Grande Rose. Là, vous avez le sommet de la rose nord du transept. Et tout y est, c'est-à-dire que vous avez des vitraux du XIIIe siècle, certains du XIXe. C'est la rose qui comporte, la rose nord, le plus de pièces médiévales. On a une œuvre qui est d'une pureté. Et là encore, c'est un opus 1, quasiment 13 mètres de diamètre. C'était la plus grande rose du monde. Voici la rose nord, avant l'incendie. Ici, le génie réside dans sa composition géométrique. 16, puis 32 pétales s'épanouissent du centre vers la périphérie, formant une double corolle, complétée par 32 cercles sur le pourtour. Ces chiffres ne sont pas dus au hasard. Ils correspondent aux grands personnages de l'Ancien Testament. 16 prophètes, 32 rois et 32 grands prêtres. Cette dentelle de pierre, d'une finesse et d'une légèreté inégalée, est un des chefs-d'œuvre de la chrétienté. Ces joyaux, même le recteur de la cathédrale ne peut plus en profiter. Et chaque matin, au pied de la grande brûlée, son cœur se serre. C'est vrai que c'est un moment pour moi important de revoir l'évolution progressive.
et de ce travail dantesque, parce qu'ils font un travail dantesque. Quand je vois ce grand trou béant, je me dis comment vont-ils faire pour reconstruire une voûte. Mais ça, c'est là, voilà. C'est peut-être un côté miraculeux pour moi, je dirais, comme prêtre, il y a un petit côté miracle. En 2024, on rentrera dans la cathédrale parce que la cathédrale, à l'intérieur, sera nettoyée. Les pierres vont redevenir blanches. Et je dis aux gens, quand vous rentrerez, vous ne reconnaîtrez pas Notre-Dame parce qu'elle sera comme au Moyen-Âge. Monseigneur Chauvet ne peut plus se recueillir dans cet édifice, qui pourtant, avant l'incendie, était sa maison. Mais il est l'un des seuls à avoir les clés d'un lieu de culte secret de l'île de la Cité, tout droit sorti du Moyen-Âge. Donc là, nous rentrons vraiment dans un quartier. C'est toute l'histoire de l'île, mais c'est l'histoire de la France. On est au Moyen-Âge. Donc ça, c'est la rue Chanoinaise. C'est vrai que c'était un peu le lieu des chanoines. Et puis, pour raconter aussi cette histoire, nous allons prendre la rue des Chantres. Impossible de deviner que derrière cette porte se trouve la dernière des chapelles qui peuplaient l'île avant la construction de Notre-Dame. Y pénétrer est un privilège. C'est une émotion de se dire qu'elle a traversé les siècles. La chapelle Saint-Aignan a servi d'écurie, puis de réserve à un antiquaire, jusqu'à ce que l'Église en rachète une partie et lui rende sa fonction cultuelle. On a du mal à se représenter ces petites chapelles. Naturellement, là, nous n'avons que la moitié de la chapelle. L'autre moitié a été, malheureusement, est dans un appartement de l'autre côté, et donc on n'a pas accès. Et il devait y avoir sans doute une dizaine de personnes qui venaient du quartier, qui venaient prier dans cette chapelle. C'était pas un petit oratoire, non, c'était vraiment une chapelle avec ses chapiteaux différents pour montrer la richesse. Et le miracle, c'est quand même que ces chapiteaux sont encore là. Un siècle après Maurice de Sully, un autre grand personnage de l'histoire va renforcer le pouvoir spirituel au cœur de l'île. Louis IX, autrement appelé Saint Louis. Sa mère, la reine Blanche de Castille, lui a imposé une éducation très stricte et très pieuse. Avant de partir en croisade, il acquiert deux des reliques les plus convoitées de la chrétienté. La couronne d'épines du Christ et un fragment de la croix. Et c'est sur l'île de la Cité qu'il fait ériger pour elle le plus beau des écrins, la Sainte-Chapelle. Chaque fois que j'entre en chapelle haute, j'ai toujours le sentiment d'une grande légèreté. Comme si tout à coup le temps se suspendait pour simplement m'immerger dans cette lumière extraordinaire diffusée par ces immenses verrières partout autour de nous. Une couleur à la fois rouge, or, bleu, intense, qui en plus change en fonction de l'heure ou tout simplement de l'époque de l'année. C'est toujours de nouvelles nuances ou de nouvelles subtilités, comme si, au fond, vous aviez la chance d'assister à un nouveau spectacle à chaque fois, mais toujours incroyablement beau. On ne s'en lasse jamais. Pour parvenir à édifier cette fabuleuse chasse de verre, Saint Louis a demandé à ses architectes de repousser toutes les limites. Cela se comprend lorsque l'on déshabille l'édifice. Il ne reste qu'une structure extrêmement légère,
faites de colonnettes de pierre. Le secret de la stabilité de l'édifice se trouve dans les fondations. La chapelle basse, avec ses voûtes sur croisées d'ogives. C'est sur ce premier niveau solide que va s'édifier le chef-d'œuvre. La chapelle haute. 14 piliers qui s'appuient sur de puissants contreforts, situés à l'extérieur du bâtiment. Mais l'élément peut-être le plus ingénieux des bâtisseurs, ce sont ces cerclages de fer qui viennent ceinturer l'édifice et en assurer la solidité. Cette mince ossature de pierre peut désormais supporter le poids des voûtes et du toit. Une imposante façade de pierre vient clôturer et stabiliser l'ensemble. Saint Louis, évidemment, a tout à fait conscience qu'en possédant ces reliques et en construisant cette Sainte-Chapelle, il va affirmer aussi son pouvoir. Et ça se lit dans les vitraux. Ça se lit parce que ce qui les caractérise ici à la Sainte-Chapelle, c'est qu'ils multiplient les allusions à la royauté. Donc vous voyez, on a partout en mosaïque de fond des fleurs de lys, bien sûr, qui rappellent la royauté. On multiplie aussi les scènes de couronnement de roi. Et bien sûr, je dirais, le point d'orgue est ici dans la baie des reliques qui raconte spécifiquement l'histoire de ces reliques. Dans la baie des reliques, Saint Louis se met lui-même en scène. Une bande dessinée avant l'heure. On lit de gauche à droite et de bas en haut une véritable épopée. La traque, puis la découverte des reliques du Christ par Sainte Hélène. Leur passage par Constantinople, le voyage de Louis IX pour les récupérer, puis les transporter jusqu'à Paris. Les derniers vitraux relatent la construction de la Sainte-Chapelle, ainsi que l'installation des reliques et de la couronne d'épines sur son autel. Et ce n'est pas tout. Dans cette autre baie inspirée de l'Ancien Testament, on découvre ce vitrail où Saint Louis incarne Josué, qui reçoit le glaive des mains de Dieu. Ou encore celui-ci, où le roi apporte lui-même l'arche d'alliance. Certains spécialistes voient dans ces vitraux un programme politique, mettant en scène le souverain sous les traits d'un prophète. En se représentant ainsi dans les vitraux, Saint Louis, évidemment, s'inscrit lui-même dans les pas du Christ et hisse le royaume de France au rang de l'une des plus fortes puissances en Europe. À ce moment-là, c'est vraiment la prééminence du royaume de France dans l'Occident chrétien médiéval. Cette baie, symbole de la puissance d'un roi, va faire l'objet d'une importante restauration. Claire Babet, maître verrier depuis plus de 20 ans, a restauré les vitraux de monuments parmi les plus prestigieux du pays. Elle vient aujourd'hui réaliser un diagnostic. Car derrière tant de beauté se cache une grande fragilité. On a des dépôts déjà, des dépôts intérieurs et extérieurs sur les verres qui font qu'en fait on a des traces noires par endroits. On a des grisailles effacées, donc la grisaille en fait c'est ce qui donne le motif, donc les visages, les drapés, etc. Et là on voit vraiment qu'il y a des pièces du XIIIe siècle qui sont très effacées. Puis le vitrail, il est en contact déjà avec la pollution extérieure, donc effectivement les vents, les pluies, la pollution urbaine. À l'intérieur, on a aussi les eaux de condensation.
qui vont venir ruisseler sur la face interne et abîmer les peintures. Donc de toute façon, oui, le vitrail est attaqué un petit peu de tous les côtés. C'est pour ça qu'il faut reprendre en fait l'ensemble, la pierre, la serrurerie et les vitraux. Tout est fait en miniature. Donc ça donne une profusion de choses à voir. Et en fait, à chaque scène, on a des choses absolument superbes, avec des colorations. On a différentes teintes de bleu, des rouges magnifiques, un peu bariolés, hein, avec un mélange de blanc et de rouge. Les jaunes aussi, on a des jaunes d'or, des jaunes citron. Et puis on a surtout des colorations entre le vert et le turquoise. Et ça, c'est assez rare. Et c'est vraiment d'une grande maîtrise, en fait. Et chaque panneau est comme un voyage. On a envie d'en prendre soin, en fait. J'ai envie de le restaurer, forcément, quand je vois ça. En 2014, Claire Babet a restauré les 4 grandes baies de la façade nord pour leur redonner leur aspect originel. En fait, au cours des siècles, quand les verriers restauraient les vitraux, ils rajoutaient des plombs aux endroits où les pièces étaient cassées. C'est-à-dire qu'une pièce cassée en plusieurs morceaux, on rajoutait des plombs, puis à la fin, on se retrouve avec une toile d'araignée de plomb, mais on n'arrive plus à lire la composition d'origine. Donc, un des intérêts de notre intervention, c'était de pouvoir faire des collages à la place des plombs de casse. Et donc de restituer la forme en fait des pièces d'origine, surtout dans les pièces importantes des scènes, les visages, les mains, tous les décors importants, les drapés. Et donc là, on s'aperçoit en fait qu'après restauration, on retrouve une lecture de la scène d'origine qui redonne en fait toute sa beauté, toute sa puissance à la fenêtre. Ce long tête-à-tête avec ses vitraux lui a permis de faire connaissance avec les restaurateurs qui l'ont précédé au fil des siècles. Car ils ont laissé quelques empreintes de leur passage. Ce qui était drôle aussi et touchant, c'est qu'en fait, on a des signatures de peintres. La date du jour où ils ont peint le panneau. Et puis, on a des toutes petites inscriptions du style 1er avril, jour du poisson, ou 14 juillet, jour du feu d'artifice, qui sont notées au milieu du 19e, quoi. Donc ça, c'est génial. Les bâtisseurs du Moyen-Âge, eux, sont restés anonymes. Le seul homme qui laisse sa marque ici ne peut être que lui. Saint-Louis, dont la statue trône dans la chapelle basse. Cette statue nous rappelle que le commanditaire de la Sainte-Chapelle, c'est bien Saint-Louis. Et on ne connaît pas, ça peut paraître fou aujourd'hui, mais le nom du maître d'œuvre. Mais en fait, à l'époque, c'est pas totalement une anomalie. Au Moyen-Âge, on travaille dans des corporations. C'est le collectif aussi souvent qui prime et non pas l'individu emblématique qu'on va mettre en avant. Et le véritable individu emblématique qui a vraiment porté cette Sainte-Chapelle, c'est incontestablement Saint-Louis. Saint-Louis était si attaché à la Sainte-Chapelle qu'il l'a fait relier à son palais par une galerie privée qui existe toujours aujourd'hui. La galerie Mercière. Par cette galerie, on comprend que, en fait, ce qui nous semble aujourd'hui être des éléments épars, d'un côté la Sainte-Chapelle, de l'autre côté la conciergerie, en fait, tout ça participait d'un même ensemble qui était le même palais, le palais de la Cité, un ensemble de constructions à la fois résidentielles, religieuses, civiles, qui étaient reliées par des galeries. Donc le tout faisait sens et permettait bien sûr de passer d'un espace à l'autre. Saint-Louis, le roi pieux, est aussi un roi épris de justice. Il va ancrer durablement sur l'île de la Cité le 3e grand pouvoir, le pouvoir judiciaire. Car c'est dans son palais qu'il rend la justice. Au pied de la Sainte-Chapelle, le palais de justice, dans sa physionomie du XVIIIe siècle, occupe désormais le cœur de l'île.
Juste en face de l'entrée du palais de justice, la Maison Bosc, une institution. C'est ici que depuis 1845, l'on confectionne les habits de justice. Bernard Chevalier est conseiller à la Cour de cassation. Il vient chercher sa robe de cérémonie. Alors, les boutons, bah, écoutez, il me semble que ça va. Il se prépare à l'audience d'installation de la Cour qui aura lieu dans quelques jours. Donc, voilà votre robe prête pour l'installation, ainsi parfait, que très bien. le mortier et la ceinture. Parfait. Tout est en ordre. Merci beaucoup. C'est une robe de cérémonie, c'est-à-dire que nous ne siégeons pas, ou de manière très, très exceptionnelle, en rouge. Le rouge, c'est un héritage du passé qui tient au fait qu'au Moyen-Âge, toute justice procède du roi. Et c'est le roi qui délègue à des hommes de rendre la justice en son nom. Et le rouge, c'est la marque du souverain. Alors, autrefois, ça, c'était pas rouge, on appelait ça le pourpre, qui était une couleur qui était extrêmement onéreuse à fabriquer et que, de ce fait, était associée à tout ce qui était royal. Concernant le mortier, le galon doré, en fait, représente et rappelle la couronne qui est en or. Donc on va retrouver, en fait, des symboles de la royauté à peu près partout au niveau de la robe rouge. Bon, elle a un peu évolué dans le temps, mais globalement, on retrouve quand même un habit qui était quasiment le même qu'au Moyen-Âge. Si le port de la robe a perduré, c'est qu'elle joue un rôle essentiel dans l'exercice de la fonction de magistrat. La robe dépersonnalise le juge. Elle montre aux gens qu'ils ne sont pas jugés par monsieur ou madame untel, mais par un magistrat de l'ordre judiciaire. C'est aussi une manière de se rappeler les devoirs de sa charge. Il n'engage pas seulement sa responsabilité, mais celle de tout le corps judiciaire dont il porte les attributs. Et c'est pour ça que la robe, je crois, au XXIe siècle, reste nécessaire et n'est pas un costume folklorique, comme on pourrait le penser. Après 2 ans à la Cour de cassation, Bernard Chevalier connaît le palais de justice par cœur. Il faut le suivre dans ce labyrinthe de 4 hectares, avec ses 24 km de couloirs, pour remonter le temps et découvrir les vestiges du palais des rois capétiens. À commencer par la galerie de Saint-Louis. Reconstruite au XIXe siècle dans le style néo-gothique, elle reprend le tracé de la galerie médiévale qui menait au logis du roi Saint-Louis. Cette statue représente le roi sous son chêne, où d'après les sources historiques, il aimait aussi rendre la justice. Saint-Louis est le monarque qui a fondé notre justice d'aujourd'hui avec l'interdiction des gages de bataille. C'était une vieille coutume des Francs qui voulait que lorsque quelqu'un accusait une autre personne d'un crime, les 2 protagonistes faisaient le choix d'un champion qui s'affrontait en duel, et on pensait à l'époque que Dieu donnerait la victoire à celui qui disait la vérité. Alors Saint-Louis a interdit cette pratique et a voulu que la justice soit rendue par des hommes au nom de la raison. Ce faisant, on admettait aussi l'idée que des hommes puissent se tromper et on prévoyait le droit d'appel. À côté de la statue, un tableau montre Saint-Louis en train de juger le seigneur qui est à genoux devant lui. Ce dernier a fait pendre 3 jeunes hommes qui braconnaient sur ses terres. Le roi Saint-Louis lui rappelle que lui seul et les gens qu'il a désignés à cet effet sont en droit de rendre la justice. Il le condamne à faire la guerre en Terre Sainte lors de la prochaine croisade. Ce second tableau illustre un autre héritage de Saint-Louis. On y voit le jeune roi au moment de son avènement, qui gracie des prisonniers. Ce droit de grâce est aujourd'hui exercé par le président de la République. Cette galerie mène encore aujourd'hui à la tour Bombec, construite par Saint-Louis au XIIIe siècle. Une tour qui a longtemps été le théâtre de tragédies.
Pourquoi cette tour Bombec? Eh bien parce qu'on y pratiquait la question. C'était en clair la torture, surtout le supplice des brodequins. Alors on enserrait les jambes du condamné dans des planches de bois très serrées et le bourreau enfonçait à la masse des coins qui avaient pour effet de faire éclater les os des jambes. C'est absolument atroce. Alors on dit que la tour, on l'appelle la tour Bombec parce qu'évidemment, elle faisait parler, elle ouvrait la bouche des plus récalcitrants. C'est dans cette tour, quelques siècles après Saint-Louis, qu'un procès pour délit de blasphème a marqué à tout jamais notre histoire. En 1765, le chevalier de la Barre subit dans la tour Bombec le supplice des brodequins. La chambre criminelle du Parlement de Paris, qui rend la justice au nom du roi, le reconnaît coupable d'avoir chanté un chant grivois au passage d'une procession catholique, de ne pas s'être découvert la tête et, circonstance aggravante, d'être en possession du dictionnaire philosophique de Voltaire. Il est condamné à mort par décapitation. C'est un des événements qui a tellement scandalisé les philosophes des Lumières que dans les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis dans les principes qui aujourd'hui animent notre droit, eh bien nous sommes particulièrement attachés à la liberté d'expression. Des fantômes comme le chevalier de la Barre qui hantent les salles du palais de justice, Bernard Chevalier en connaît des dizaines. Car c'est entre ces murs que les rois et les magistrats rendent la justice depuis 800 ans. Il nous ouvre les portes de l'ancienne chambre à coucher de Saint-Louis. Réaménagée au début du XVIe siècle, elle a longtemps été la salle d'audience du Parlement de Paris. Mais en 1789, alors que la Révolution française vient d'éclater, elle se transforme en tribunal révolutionnaire. 4 ans plus tard, elle connaît un procès retentissant. Celui de la reine Marie-Antoinette. Alors il faut imaginer que la salle était beaucoup plus grande. Il y avait là une tribune où se trouvaient l'ensemble des accusés. Il y avait au fond de la salle le président du tribunal et ses 4 juges. Et puis il y avait sur la droite des tribunes avec les jurés. Les 15 jurés ayant été désignés nommément par la Convention, c'est-à-dire en réalité par Robespierre, parmi des gens dont on était sûr de la ferveur révolutionnaire. Le procès de Marie-Antoinette débute le 14 octobre 1793. On la poursuit pour 3 chefs d'accusation. Dilapidation de la fortune du royaume, intelligence avec l'ennemi et préparation de la fuite de la famille royale loin de Paris. Pour les avocats de Marie-Antoinette, les dés sont jetés. Les juges ont été choisis parmi les plus enragés des montagnards. Et ils votent à main levée, sous la pression de la foule qui assiste au procès. Le 16 octobre, vers 2h du matin, le verdict est rendu. Marie-Antoinette est condamnée à mort. À peine quelques heures plus tard, elle quitte le palais. Une charrette l'attend pour l'emmener sur l'actuelle place de la Concorde. La reine est guillotinée. Il reste un ultime fantôme dont le magistrat souhaite nous parler. Il hante la chambre la plus importante de la Cour de cassation, la Grande Chambre. C'est dans cette salle que la Cour se réunit lors des cérémonies et des assemblées plénières. Et c'est ici que siège Bernard Chevalier. L'histoire qu'il va nous raconter a été essentielle dans sa vocation. C'est le 12 juillet 1906 qu'a été rendu dans cette salle par l'ensemble des chambres de la Cour de cassation de l'époque, il y en avait 3, l'arrêt qui a acquitté le capitaine Dreyfus.
l'affaire Dreyfus. L'une des plus grandes controverses de la Troisième République. Cet officier de confession juive est accusé de haute trahison et condamné au bagne à perpétuité. Son procès divise la France et inspire à Émile Zola son célèbre article intitulé « J'accuse ». Il faut attendre 1906 pour que la Cour de cassation proclame définitivement son innocence. Ces fantômes que nous avons croisés, eh bien pour nous, expriment cette exigence de ne pas oublier les enseignements de ce passé qui, pour le meilleur et pour le pire, ont fait les valeurs qu'il nous appartient aujourd'hui de défendre. Quelques jours plus tard, Bernard Chevalier revêt son plus bel habit pour un moment important dans la vie du palais de justice. L'audience d'installation des nouveaux conseillers de la Cour de cassation. Ils sont 44 à rejoindre la prestigieuse institution. Et pour connaître leur place dans la hiérarchie, il faut un œil avisé, comme celui de Bernard Chevalier. Les magistrats de la Cour de cassation, en fonction de la responsabilité qu'ils exercent au sein de l'institution, ont de plus en plus d'hermines. Donc Madame la Première Présidente a beaucoup d'hermines. Les présidents de chambre ont un grand collier d'hermines, ça ressemble à une sorte de crinière, hein, comme la crinière du lion. Et les conseillers, eh bien, nous avons, nous, un petit peu d'hermine au bout de notre toge. Voilà. Mesdames et messieurs, les premiers avocats généraux. La solennité, les tenues, les décors, tout ici rappelle l'héritage royal. Les audiences d'installation représentent toujours un moment fort dans une carrière. Partout, la justice y est magnifiée. Comme dans ce tableau allégorique du peintre Paul Baudry, la glorification de la loi. Elle prend ici l'apparence d'une jolie jeune femme vêtue de blanc. Elle est entourée de 3 figures féminines qui symbolisent la jurisprudence, la justice et l'équité. C'est selon ces principes que la Cour de cassation exerce sa mission. Veiller à la bonne application du droit. Je prie les magistrats concernés de bien vouloir se présenter devant la Cour. Certains de ces magistrats sont nommés pour 10 ans. D'autres finiront leur carrière dans cette institution. Comme Bernard Chevalier, tous sont les héritiers de 800 ans d'histoire judiciaire, enracinés ici, sur l'île de la Cité. L'audience solennelle est levée. Félicitations, donc vous arrivez comme référendaire à la chambre criminelle. À la chambre criminelle. Avocat général référendaire. Ouais, Très bien. ouais. Le lieu marque par sa solennité l'importance de la fonction qui lui est dévolue. Et donc je crois que ce n'est pas inutile, même si ça paraît un peu suranné, c'est tout de même utile pour montrer que la République attache à la fonction que la Cour de cassation exerce beaucoup d'importance. Je trouve que c'est fondamental que la Cour de cassation soit sur l'île de la Cité, reste sur l'île de la Cité, dans la Cité. Sans doute que ça donne une certaine gravité, ça fait prendre conscience peut-être davantage de l'importance des fonctions qu'on va exercer. Je pense que c'est fondamental. Une fois la justice installée durablement sur l'île de la Cité, les grandes figures du pouvoir n'ont pas fini pour autant d'y imprimer leur marque. 3 siècles après Saint-Louis, alors que les souverains résident désormais au Louvre, un homme va propulser l'île dans la modernité, avec un programme d'urbanisme innovant. Le premier pont en pierre est construit sur la Seine. Il dessert la première place royale de France. Et enfin, la pointe ouest de l'île prend la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. L'homme derrière ce grand projet,
c'est le roi Henri IV. Tout commence avec la construction du Pont Neuf. Le premier à relier les deux rives de la Seine en passant par l'île de la Cité. Du jamais vu à l'époque. Une traversée qu'apprécie particulièrement Maïté Mess. Cette conservatrice du patrimoine est l'une des rares spécialistes de l'histoire de ce pont. Le Pont Neuf, c'est en réalité le premier pont à être construit en pierre. Au préalable, les premiers ponts étaient en bois et subissaient les crues de la Seine, le gel et à l'inverse la débâcle. Ce qu'on appelait la débâcle, c'est lorsque la Seine dégelait et donc ça emportait vraiment des gros morceaux de glace. Et donc la plupart des ponts en fait ne fonctionnaient pas et donc la volonté ici c'est de construire ce pont de façon beaucoup plus pérenne avec une ingénierie bien plus développée, assez novatrice. Les bâtisseurs sont en effet confrontés à un défi majeur. Ancrer un lourd pont de pierre dans le lit mouvant de la Seine. Pour y parvenir, ils vont avoir une idée de génie. Ils érigent au fond du fleuve une structure de bois, enduite d'argile, puis vidée de son eau. Autre innovation, les fondations des piles sont des planchers de bois très solides, sur lesquels pourront être empilées des tonnes de pierres. Enfin, pour construire les arches, de grands cintres en bois servent d'appui aux pierres qui se compriment les unes contre les autres pour former un arc parfaitement soudé. Ces 12 arches sont alors suffisamment solides pour supporter le poids de la chaussée. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie aura nécessité 30 ans de travaux. D'une résistance à toute épreuve, le Pont Neuf n'a jamais subi aucun dommage. Révolutionnaire pour son temps, il devient vite un objet de curiosité. Les Parisiens aiment venir s'y promener. Une des caractéristiques principales, c'est qu'il possède des trottoirs. C'est un des premiers ponts à avoir ce système. Et puis, vous voyez donc, ce système de corniche assez haut et ces balcons, ces hémisphères qui sont en avancée sur la Seine et qui permettent, eh bien, c'est la première fois à ce moment-là de jouir de la vue, de jouir d'une vue à 180 degrés. Une grande nouveauté, en effet. Car auparavant, à Paris, des rangées de maisons s'élevaient sur les ponts, empêchant toute vue sur le fleuve. Ici, avec ce Pont Neuf, on a la première forme d'appréhension d'un panorama, d'un paysage qui se déploie et qui permet de profiter de la vue finalement. Au milieu du pont, la statue équestre d'Henri IV tourne le dos au Louvre. Comme pour rappeler que le pouvoir ne se trouve pas dans ce palais de la rive droite, mais bien sur l'île de la Cité. C'est d'ailleurs à la pointe de l'île qu'il va faire aménager la première place royale de France, la place Dauphine. Elle est aussi d'une grande modernité, car elle est géométrique. Alors la grande innovation de cette place, sa singularité, je crois que c'est un cas tout à fait original, c'est le fait que elle constitue un triangle isocèle. Les autres places royales que l'on connaîtra par la suite sont soit quadrilatères, soit circulaires, mais ici on a cette forme qui est tout à fait originale. On pourrait dire que c'est la naissance de l'urbanisme au XVIIe siècle avec cet aménagement, ce pont ouvert, cette place et la statue équestre qui constitue le point d'orgue, si l'on veut, le couronnement de cette pointe. Elle se trouve à la perspective, au débouché de ce triangle. Mais le coup de maître d'Henri IV, c'est l'aménagement de la pointe ouest de l'île. Il fait assécher puis relie entre eux plusieurs îlots sablonneux pour agrandir l'île et lui donner sa forme fuselée.
Ça va former presque naturellement une forme de proue de navire qui est un emblème assez intéressant parce que l'emblème de la ville, c'est le bateau, hein, le bateau qui ne plie jamais. Fluctuat mergitur, c'est la devise de la ville. Et donc le fait d'aménager comme ça cette place royale avec la statue équestre à la proue de ce navire, ça a un symbole assez fort ici dans cet urbanisme. La pointe de l'île se termine par l'un des lieux les plus romantiques de la capitale, le square du Vert-Galant. Aménagé bien après le règne d'Henri IV, il est un clin d'œil au goût prononcé du monarque pour les femmes. Le nom du Vert-Galant renvoie à l'aspect séducteur qui était très connu du roi. Contrairement effectivement à son prédécesseur Henri III, que l'on connaît davantage accompagné de ses mignons. Donc Henri IV a eu un nombre impressionnant de maîtresses et jusqu'à un âge assez avancé. Aujourd'hui, on peut s'y retrouver entre amis ou entre amoureux pour profiter de cet écrin de verdure et ce calme assez propice au centre de Paris, finalement. Que serait Paris sans le Pont-Neuf d'Henri IV? Sans la cathédrale de Maurice de Sully? Sans le palais du Capet et la Sainte-Chapelle de Saint-Louis? L'île de la Cité est riche de tous ces trésors bâtis au fil des siècles par les différents pouvoirs qui s'y sont succédés. Avec le chantier du siècle à Notre-Dame et les grands procès qui se tiennent au palais de justice, l'histoire de France continue aujourd'hui de s'écrire sur l'île de la Cité.